Alors, bonjour à tous. Normalement, vos micros sont coupés. Je vous donnerai la parole en temps voulu. On va attendre encore quelques petites minutes avant de démarrer. Attends un petit peu que tout le monde arrive. De bon matin. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Ok, je propose qu'on démarre. Comme ça, on ne dérape pas trop dans le timing. De toute façon, chacun peut arriver quand il veut au cours de cette matinée. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, je suis Michel Fagot, responsable du pôle mutation digitale à la CCI Alsace Eurométropole. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'orchestrer ces webinaires qui vont être consacrés au numérique responsable. Cette matinée se déroulera en 3 temps. Carbonette. For English, press 1. Für Deutsch, drücken Sie bitte die 1. Si vous êtes un client DPD et que vous utilisez le logiciel Station, composez le 2. Voilà, madame, je vous coupe votre micro. Donc cette matinée, disais-je, va se dérouler en 3 temps. Le premier, donc ça va être à partir de 9 heures. Je vous en dis un peu plus dans quelques instants, mais Frédéric Spindler, dirigeant Promoveo, qui nous fera un petit rapport sur la démarche du numérique responsable. Je vous en parle dans quelques instants. Suivi à 10 heures d'une intervention de Anne-Sophie Pascal Lebé de chez Infra et à 11 heures de Lounis Sali de la Collecte.tech chez Emmaüs Connect. Ça c'est les 3 temps. Vous pouvez venir, aller et venir comme bon vous semblera au cours de la matinée. Donc ça c'est, il y avait donc une seule inscription et vous faites comme vous voulez au niveau des accès. Donc en fait on va tout de suite commencer par l'intervention de Frédéric Spindler, qui évoquera la position finalement du numérique responsable dans les enjeux de l'inclusion et de la confiance et de l'environnement. Il apportera les intérêts à entamer une démarche du numérique responsable dans votre entreprise et ce que ça peut apporter par ailleurs pour vos collaborateurs et l'écosystème. Je n'en dis pas plus, je vais tout de suite lui laisser la parole. Pour information, donc, ces sessions sont enregistrées et seront disponibles en replay. Pour le dérouler, donc ça va se durer là, on va dire sur une quarantaine de minutes. On va laisser donc la parole à Frédéric. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite fonctionnalité conversation que vous devez avoir en haut de l'écran ou le petit onglet questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions à travers de ces deux onglets-là. Et puis, donc, à un moment donné, je surveillerai ça de près et je ferai le relais pour poser les questions à Frédéric. Donc, je vous souhaite à tous une bonne matinée et tout de suite la parole à Frédéric. Merci. Il n'a pas le micro, Frédéric. Merci Michel, bonjour à tout le monde. Je vais envoyer justement la présentation le temps que ça se charge. Ok. C'est en cours normalement, ça devrait s'afficher. C'est tout bon? C'est tout bon. C'est tout bon. Merci.
Très bien. Merci. Effectivement, l'objet aujourd'hui, c'est de présenter un petit peu ce que sont les enjeux du numérique responsable et quelles sont les incidences que ça a dans le monde de l'entreprise. Pour ma part, pour me présenter rapidement, ça fait une trentaine d'années que j'évolue dans le monde de ce qu'on appelait de l'informatique et qu'on parle de plus en plus de numérique maintenant, puisqu'il y a un petit peu une évolution et un recentrage sur les usages plus que sur les technologies. C'est pourquoi depuis 2014, au travers de Promoveo, je fais de l'accompagnement d'entreprises sur les enjeux de transformation digitale qui ne sont pas que des enjeux technologiques et d'outils, mais également des enjeux stratégie d'entreprise, organisationnelle et surtout la prise en considération de l'évolution de l'environnement dans lequel évoluent les entreprises qui est fait de différentes contraintes. Donc c'est ça par ce biais-là qu'on va aborder le sujet du numérique responsable pour en comprendre d'abord les tenants, les aboutissants, et puis surtout pour voir quelles sont les opportunités qu'une démarche du numérique responsable permet d'apporter aux entreprises. Si on parle d'une entreprise, grosso modo, de quoi s'agit-il? Avant tout, il s'agit, quand on parle beaucoup, je travaille dans une boîte, donc on va mettre un cadre. Il s'agit avant tout de ressources humaines. C'est une aventure d'humains qui apportent leurs compétences, leurs expertises, leur savoir, leurs intelligences. Et toutes ces compétences humaines sont orientées et focusées sur la réalisation d'un objectif et d'une performance. Performance pour laquelle, si l'on prend le sujet de l'IT, on apporte quelques outils numériques supplémentaires en dehors des autres outils qui permettent justement de disposer des indicateurs de performance, des outils de communication qui permettent d'échanger avec des clients, qui permettent d'échanger entre collaborateurs. Et puis, de plus en plus, on parle d'augmenter le potentiel de l'humain en apportant des intelligences artificielles dans tout cet environnement-là, qui aujourd'hui fait le buzz et qui crée à la fois des opportunités et puis des anxiétés aussi par rapport à la perception ou la médiatisation des enjeux d'intelligence artificielle. Dans ce contexte-là, les entreprises évoluent évoluent dans un contexte qui est soumis à plusieurs choses. D'une part, il y a des enjeux business, des enjeux de marché qui font qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées aussi de prendre en considération qu'on a une nouvelle génération de consommateurs ou de clients, que nous sommes également tous, qui avons fait l'expérience depuis un certain nombre d'années des achats en ligne, qui nous permettent d'avoir une traçabilité à un instant T de notre commande minute par minute, depuis la validation de notre commande jusqu'à la livraison dans notre boîte aux lettres avec un SMS qui nous indique au quart d'heure près la livraison de nos équipements. On a tous fait l'expérience d'un Doctolib qui nous permet de prendre un rendez-vous à 4 heures du matin le dimanche auprès de notre médecin parce qu'on a un petit souci pendant le week-end. Et à l'opposé de la chaîne, on a encore des entreprises qui nous proposent d'intervenir pour dépanner notre chaudière jeudi matin entre 9 h et midi et qu'on ne voit toujours pas arriver à midi moins le quart alors qu'on a posé notre matinée de RTT. Ce qui fait que nos expériences d'utilisateurs, de consommateurs nous amènent à avoir de plus en plus d'exigences fortes et pesantes sur les entreprises. Et c'est dans un contexte digital sur lequel il y a un vrai sujet. L'autre facteur impactant pour les entreprises, c'est l'évolution réglementaire. Alors, la réglementation dans toutes ses dimensions, effectivement, l'administration nous a amené à dématérialiser un certain nombre de démarches. Le numérique est omniprésent dans toutes les démarches administratives. On parle maintenant des enjeux de la dématérialisation des factures à l'horizon 2025-2026. C'est à nouveau un nouveau sujet de contrainte qu'on va voir. Mais au-delà de ça, il y a d'autres réglementations qui se mettent en place et qui existent depuis un certain nombre d'années, autour notamment de la protection des données, de RGPD. On parle maintenant aussi de lois de réglementation autour des stratégies de cybersécurité avec NIS 1 et NIS 2 qui va arriver en fin d'année. Et puis, il y a également une loi qui passait un petit peu inaperçue, mais qui existe depuis fin 2020, qui s'appelle la loi REEN, loi visant à minimiser l'impact environnemental du numérique en France dans les usages des collectivités, des administrations et des entreprises. On y reviendra. L'autre facteur pressant sur les entreprises, ce sont les menaces. On est dans un environnement de plus en plus menaçant. Bien sûr, il y a des menaces économiques avec des difficultés aujourd'hui diverses et variées selon les secteurs d'activité. Et on les connaît tous depuis surtout maintenant l'épisode Covid, problème d'approvisionnement, problème d'inflation et contexte géopolitique qui ne fait qu'accentuer ces événements. Contexte géopolitique qui fait qu'aussi on est dans un environnement où la cybersécurité, la cybercriminalité sont en forte croissance.
Et enfin, dernier facteur qui pèse sur une entreprise, c'est la société. On est dans une société qui évolue considérablement avec des jeunes générations de digital natives qui ne connaissent que le digital, qui avec ça ont aussi développé des aptitudes et des modes de communication, de fonctionnement qui sont différents des générations précédentes, en ayant une capillarité entre le temps de loisir et le temps de travail, entre le lieu de travail et le lieu de loisirs, en ayant également des capacités à développer des collaborations à distance. Et on a vu avec le sujet du Covid et de la mise en télétravail que le sujet des attentes d'utilisateurs, de collaborateurs vis-à-vis du travail n'est pas le même, forcément, la même perception que le management de l'entreprise qui souhaite remettre de la proximité ou du présentiel dans la vie des entreprises. Tout ça, ça impacte quoi? Ça impacte qu'il y a des vrais enjeux en termes de numérique responsable. Et lorsqu'on parle de numérique responsable, ça impacte 3 piliers. Le premier, c'est l'inclusion. On a un vrai sujet encore aujourd'hui autour de l'inclusion au travers du numérique. On a l'impression que tout le monde est à l'aise avec l'outil numérique parce que tout le monde dispose d'un smartphone dans sa poche. Pour autant, tout le monde n'a pas la maîtrise complète des outils du numérique. Tout le monde n'est pas encore à l'aise dans les démarches administratives autour du numérique. Tout le monde n'a pas forcément l'accès d'ailleurs aux outils du numérique. Et là, je reviens à nouveau sur l'épisode du confinement qui a démontré que beaucoup de jeunes n'étaient pas en capacité de suivre des formations parce que lorsqu'il y a un smartphone dans une famille de 6 personnes, ça ne permet pas à chacun d'être en simultané sur des applications de formation ou de télétravail. On se rend compte aussi qu'il y a des zones territoriales qui sont encore un peu dépourvues en termes d'accès à Internet à haut débit. Et puis, on se rend compte aussi que l'inclusion, c'est la nécessité de maintenir la compétence et l'employabilité des collaborateurs des entreprises par la maîtrise des outils numériques. Et là, on a de vrais enjeux, notamment dans le secteur du numérique, puisqu'on est en gros déficit de candidatures et de profils performants sur différents métiers du numérique. Et il y a de plus en plus de démarches qui sont initiées justement pour permettre à des personnes en situation d'éloignement du monde du travail de revenir vers les métiers du numérique. Mais c'est un véritable enjeu d'inclusion. Et puis au-delà de ça, il y a des enjeux d'inclusion, d'accessibilité aux outils du numérique. Je pense que ça sera un des objets de l'atelier suivant, et qui vise à permettre au plus grand nombre, notamment des personnes en situation de handicap, de pouvoir continuer à interagir avec le monde qui les entoure grâce aux outils du numérique. Le deuxième gros pilier, c'est la confiance. On parle des menaces, on parle de cybersécurité, on parle de réglementation, RGPD, protection des données. On parle de plus en plus de cette intelligence ou de ces intelligences artificielles qui sont omniprésentes et qui ne seront que plus présentes dans notre quotidien, avec de véritables enjeux autour, effectivement, de la confiance, de l'éthique, de l'usage des données qui est fait de l'entreprise. Et puis enfin, on a l'impact environnemental. L'impact environnemental, on va faire un focus ce matin sur le sujet, est un sujet sur lequel on n'a pas forcément prise de conscience quand on fait un usage attentif et soutenu du numérique. Intuitivement, on penserait que l'immatérialité est plutôt quelque chose de favorable. Si je reconsulte des documents sur un écran, je brûle moins d'arbres pour pas avoir du papier. En l'occurrence, on va faire un petit focus là-dessus pour prendre compte que l'environnement est aussi un enjeu impactant dans nos usages du numérique. Tout ça pour vous dire que les enjeux autour de l'entreprise, autour du numérique responsable, sont des enjeux qui sont multiformes. On y reviendra un peu plus tard, notamment par rapport à cette démarche RSE dont on parle de plus en plus, qui est aujourd'hui aussi un critère sur lequel, à l'inverse de ce qui se passait il y a quelques années, ce sont des candidats qui vont sélectionner les entreprises avec lesquelles elles veulent travailler parce qu'elles répondent à leurs aspirations, parce qu'elles répondent à un certain nombre de valeurs et d'engagements sociétaux. Là où il y a encore quelques décennies, c'était l'entreprise qui pouvait se permettre de sélectionner les candidats. On est dans une inversion des modèles de recrutement. Le numérique responsable dans tout ça, il en découle quoi? C'est que c'est une démarche d'amélioration continue. On est dans un process qui n'est pas simplement de mettre en place quelques bonnes pratiques, quelques outils. On est dans un environnement qui évolue beaucoup, au même titre que la cybersécurité. On est contraint par un environnement numérique qui évolue considérablement avec l'apport de nouveaux outils, de nouvelles technologies, de nouveaux usages, de nouveaux modes de fonctionnement qui nécessitent d'en faire une démarche d'amélioration continue sur des enjeux écologiques, sociaux et numériques. L'inclusion, je vous en ai rapidement parlé. Effectivement, on retrouve différents sujets que sont l'accessibilité numérique pour des personnes en situation de handicap, la lutte contre l'illectronisme,
des sujets d'insertion professionnelle de public éloigné de l'emploi, de formation, d'employabilité, de l'accompagnement de la transformation des métiers. Tout ça au bénéfice finalement quand même du développement des performances des collaborateurs au sein des entreprises et donc au bénéfice de la compétitivité et de la productivité au sein des entreprises. Les sujets de confiance, on en a parlé. Aujourd'hui, la confiance, elle est omniprésente. Enfin, c'est un vrai sujet. On a tous entendu les événements récents qui ont fait que des plateformes de transmission de données entre des services de santé et des mutuelles complémentaires de santé ont été piratées. Grosso modo, un Français sur deux, dont moi, a fait l'objet d'une perte de données qui sont dans la nature, de données de type personnel, avec des coordonnées, avec des numéros de sécurité sociale et d'autres choses. Et effectivement, le sujet de la confiance est un peu important puisque, d'une part, l'interopérabilité des solutions entre entreprises, mais entre consommateurs et entreprises ou commerçants fait qu'il y a un rapport moral de confiance qui doit se mettre en place. Savoir qu'on met ces données à disposition de commerçants, de plateformes plus ou moins bien intentionnées, doit se faire de façon consciente et conscientisée. Et puis, il y a des sujets, effectivement, qui vont arriver avec les intelligences artificielles qui peuvent aussi avoir, comme tout outil, des usages qui sont détournés, qui ne sont pas forcément dans une éthique favorable. Donc, le travail de la confiance est aussi un véritable enjeu pour les entreprises, pour rassurer leurs clients, rassurer leurs fournisseurs. Et là aussi, je parlais de la réglementation qui va peser de plus en plus. La loi Rennes, qui vise à minimiser l'impact du numérique en France, impose notamment aux entreprises du secteur public d'avoir dans leurs appels d'offres des critères d'éligibilité sur l'engagement numérique responsable des entreprises et notamment sur des enjeux de respect de réglementations diverses et variées, au même titre que ça se faisait précédemment avec le RGPD, et ça va se renforcer encore avec NIS 2 dans les prochains temps. Et enfin, le gros focus, celui dont on parle peut-être un peu plus depuis quelques années, c'est le sujet de l'impact environnemental du numérique. Comme je disais, l'immatérialité donne l'illusion qu'on est vertueux, on ne consomme pas de papier, on ne consomme pas d'arbres. En l'occurrence, au niveau mondial, l'usage du numérique provoque l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de 4%, ce qui est plus que ce que génère l'aviation civile. On fait un gros focus partout, on culpabilise beaucoup les voyageurs par leur recours à l'aviation civile pour aller en vacances ou voyager à titre professionnel. Il faut prendre conscience que tous au quotidien, on est plus émetteurs de gaz à effet de serre en utilisant nos outils numériques. Ça va encore s'accentuer, puisqu'on est dans une croissance des usages du numérique, on est dans une croissance des outils du numérique. On a des PC, on a des équipements connectés à la maison, des téléviseurs connectés. On a de plus en plus d'objets connectés, que ce soit à titre privé ou professionnel. Les montres connectées aujourd'hui sont monnaie courante. On parle maintenant du remplacement des smartphones à court terme par d'autres outils numériques, de bagues, de badges avec de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup dans l'industrie aussi d'objets connectés qui permettent de faire de la remontée d'informations. Tout ceci sont des enjeux qui vont impacter durablement, effectivement, l'environnement. Si l'on revient sur ces environnements, quel est l'impact environnemental du numérique? Il serait parti entre deux choses. Il serait parti d'une part entre la production et le cycle de vie des équipements matériels, et puis la partie usage. Nos consommations de numérique ont aussi un impact important en termes d'environnement. Au niveau mondial, c'est un chiffre qui date de 2018. Il a été un petit peu sans doute remanié, mais je n'ai pas trouvé encore, ou je n'ai pas eu le temps de mettre à jour plus récemment ces chiffres. Le cycle de vie impacte à hauteur de 44%. Le cycle de vie du matériel, on va faire un petit focus dessus, et les usages à hauteur de 56%. Là où la France, en 2018, était plutôt sur un impact de 83% lié au cycle de vie et 17% sur les usages. Je vais vous expliquer juste après pourquoi cette différence, et ça c'est certainement effectivement amenuisé. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'un équipement aujourd'hui numérique nécessite de mobiliser énormément de ressources pour sa production, de la phase d'extraction
des matériaux, des minerais, des terres rares qui sont nécessaires par la composition de différents équipements, puces électroniques et autres accessoires, des matériaux, de l'eau, beaucoup d'eau pour pouvoir traiter ces terres, pour pouvoir recycler, pour pouvoir produire aussi de l'électricité ou des systèmes de refroidissement dans le process industriel. Et dans tout le procheminement de production d'un ordinateur, c'est 800 kilos de ressources qui sont mobilisées entre effectivement des minéraux, de l'eau et des énergies fossiles, notamment du charbon, puisque comme vous le savez, il y a encore beaucoup de production d'équipements électroniques en Asie, où il y a encore un fort recours aux centrales à charbon pour la production d'électricité. On va passer le slide suivant. Voilà. Ok, pardon. Si on vient sur... Pourquoi ça fait un problème d'affichage? Tac, on était là. Voilà. J'ai un slide qui ne veut pas s'afficher, c'est original. Bon. Sur ce slide-là, on avait deux smartphones. En moyenne, un smartphone, c'est 220 grammes. Et pour produire 220 grammes de smartphone, il faut 70 kg de matière première. Je reviens sur le slide préalable, qui est celui de l'impact environnemental du cycle de vie en France. Je vous rappelle que pendant de nombreuses années, on a été encouragé par des opérateurs de téléphonie à renouveler notre smartphone tous les 24 mois après avoir gagné un certain nombre de milliers de points dans nos abonnements. Tout ceci pour non pas nous apporter plus de confort dans nos usages numériques, même s'il y avait encore une réelle progression des technologies et des usages, mais plutôt pour nous engager contractuellement vis-à-vis de ces opérateurs de téléphonie. Aujourd'hui, le véritable sujet, quand on parle d'impact du numérique, c'est le taux de renouvellement et la vitesse de renouvellement des équipements informatiques. Notamment, effectivement, ce smartphone, notamment aussi les PC portables qu'on a eu tendance parfois à renouveler assez rapidement, ou je parle également des tablettes et autres objets connectés. Une prise de conscience et une réglementation a obligé aussi les entreprises, maintenant notamment les opérateurs de téléphonie, à changer un petit peu leur discours commercial et à favoriser la prolongation d'utilisation des équipements, voire leur réemploi ou leur réparabilité. Et ce sont des indicateurs aujourd'hui qui sont pris en compte dans les marchés publics. Un smartphone, donc c'est plus de 70 matières premières nécessaires à la fabrication. Tout ça, c'est générateur de déchets. Je pense que on a tous à la maison un tiroir dans lequel on collecte un certain nombre d'équipements électroniques, que ce soit des téléphones, que ce soit des calculatrices, que ce soit des chargeurs divers et variés. Et tout ça, ce sont des tonnes de matières premières qui sont, enfin de matières premières, de matières et de déchets électroniques qui ne sont pas mis dans des cycles enfin des parcours de recyclage vertueux. On aura Emmaüs Connect qui nous fera un petit focus ce matin sur le sujet, mais il y a un vrai besoin aujourd'hui de structurer la chaîne de valeur autour de la collecte des déchets industriels, électroniques, et d'en pouvoir en faire un recyclage. Le cycle de vie, c'est quoi? Je suis désolé, mais il y a des slides qui ne passent pas, qui ne s'affichent pas. Voilà. Le cycle, tant pis, le cycle de vie, c'est quoi? Effectivement, ça commence à l'extraction des matières premières pour pouvoir fabriquer des équipements électroniques. Et puis, au-delà de ça, c'est tout le parcours de consommation, d'utilisation de ces équipements. On va avoir un impact environnemental par la production, on va avoir un impact environnemental par le transport des équipements depuis leur site de fabrication jusqu'au site d'utilisation. On va avoir un impact environnemental des équipements tout au long de leur utilisation, par la consommation électrique, par diverses choses. Et puis arrive la période de fin de vie où l'emploi initial de l'équipement n'est plus conforme. Et dans ce cas-là, il faut envisager soit la réparabilité, s'il y a eu panne ou casse, soit le réemploi et la réaffectation de ces équipements à de nouveaux usages, soit la mise en place la mise en démantèlement dans un cycle vertueux de ces équipements. Statistiquement, seuls 17% des déchets électroniques ont été recyclés en 2019 et la plupart sont partis en Asie pour les USA ou en Afrique pour tout ce qui concerne les déchets électroniques produits en Europe.
Ça impacte quoi au niveau planétaire? Ça impacte que la plupart du temps des équipements qui finissent dans des déchetteries à ciel ouvert, dans des bidonvilles, et que ce sont des enfants qui sont amenés à faire de la sélection des matériaux qui sont recyclables et de ceux qui ne sont pas recyclables. Et je me souviens encore d'une vidéo, d'un documentaire vu il y a quelques années à la télé, où pour pouvoir sélectionner la partie des plastiques recyclables de ceux qui ne sont pas recyclables, les enfants utilisaient un briquet qui leur permettait de sniffer le plastique après l'avoir brûlé pour savoir s'il était recyclable ou pas. Donc vous imaginez tous les enjeux que ceci peut avoir en termes de santé, en termes de pollution des terres. Et si vous allez faire un petit tour sur Wikipédia, vous retrouverez ce tableau qui vous donnera la synthèse de tous les impacts en termes d'environnement, de santé, de mortalité pour les enfants aussi, d'impact socio-économique, et puis très égoïste pour nous, de perte des données, puisque c'est souvent des équipements qui n'ont pas fait l'objet d'un processus de démantèlement propre et les données se promènent dans la nature. Aujourd'hui, c'est le gros morceau qui concerne la partie matérielle, et il faut que les entreprises prennent conscience de ça pour améliorer leur politique d'achat, améliorer leur politique de gestion des équipements informatiques. Et au final, c'est une vraie source d'économie aussi en termes d'investissement pour les entreprises. Au-delà de la partie cycle de vie, on a l'impact environnemental de nos usages. On recourt encore beaucoup à l'email. L'email, c'est 281 milliards d'emails diffusés par jour en moyenne dans le monde. En moyenne, et ça peut surprendre, mais un email ne va pas d'un point A à un point B immédiatement. Un email met en moyenne 15 000 km de distance parcourue avant d'arriver à son destinataire. Tout ça, ça transite par des infrastructures, des réseaux de fibres, des équipements chez les opérateurs, des data centers, tous étant consommateurs d'électricité et émetteurs donc de gaz à effet de serre, mais tous ces équipements étant des équipements aussi régulièrement redimensionnés et donc eux-mêmes étant dans le cycle de vie des équipements qu'on a vus précédents, des infrastructures émettrices de gaz à effet de serre. Si l'on parle de l'environnement, on parle de plus en plus de dématérialisation, de solutions en mode SaaS, Software as a Service, ou de solutions dans le cloud plus généralement. Aujourd'hui, l'impact environnemental du recours à un service en ligne, ce que nous sommes en train de faire au travers d'un Teams, ce que nous faisons quotidiennement avec un Office 365 ou un Google Workspace. L'impact environnemental, 50% relève de notre terminal, notre PC, notre smartphone ou notre PC portable ou nos tablettes. 25 à 30% vont être liés au transport des données. Faire transiter les données dans les tuyaux, ça consomme beaucoup d'énergie aussi. Et enfin, 15 à 20% de cet environnement est lié à la conception du service utilisé. La nature du service et le sujet suivant, l'atelier suivant, vous fera un petit focus sur cet atelier, sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a pris tous le confort de recourir à un certain nombre de services, mais sans avoir conscience de l'impact environnemental de ceux-ci. Le streaming, qui est devenu un grand sujet à la mode depuis longtemps et qui est un véritable sujet de confort. Aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, vous êtes abonné à une plateforme de type Spotify, Apple Music et autres. Ce n'était même pas le prix d'un CD-ROM il y a encore quelques années. Et avec ça, vous avez accès effectivement à une médiathèque gigantesque. C'est pareil aujourd'hui pour les vidéothèques, ça a disparu. On a tous un abonnement Netflix, Disney Channel et autres. Mais tout ça, il faut prendre conscience que c'est énormément consommateur d'énergie. À titre de comparaison, l'émission de gaz à effet de serre du visionnage d'une série sur Netflix, une série de 45 minutes, un épisode de 45 minutes, est le même que l'émission de gaz à effet de serre nécessaire à la fabrication du fameux DVD qu'on utilisait il y a quelques années. Si ce n'est que ce DVD peut être lu et relu plusieurs fois, mis dans une médiathèque où les gens vont se déplacer et aller le chercher. Et donc, on est passé d'un modèle effectivement de partage d'informations qui nécessitait encore un déplacement à un accès très facile à des environnements-là, mais qui sont très, très consommateurs. Regarder du streaming, il vaut mieux dans les usages télécharger l'épisode sur son terminal que de regarder en continu parce que le temps de chargement est beaucoup plus court que le temps de visionnage et la consommation moindre. Les emails, on a tous aujourd'hui plusieurs adresses email, on a tous encore l'habitude d'envoyer des pièces jointes avec des emails générateurs de énormément de ressources et toutes ces données qui sont stockées dans les data centers sont également mobilisatrices à la fois d'infrastructures lourdes et coûteuses, du disque dur, des espaces de stockage, des espaces de sauvegarde, et également qui nécessitent de faire transiter des gros volumes de données.
C'est pourquoi dans le courant de cette semaine actuellement, donc on est dans la période du Digital Cleanup Day, qui est une démarche mondiale qui a été lancée aux alentours des années 2000, qui incite justement à prendre conscience de l'impact environnemental de cette émission de volume de données, notamment au travers d'emails, et qui nous invite à avoir une démarche vertueuse et fédératrice aussi d'entreprise. C'est des actions, lorsqu'on parle de Digital Cleanup Day, qui sont aussi des enjeux de team building pour les entreprises, de prise de conscience dans les entreprises et génératrices, au final, d'économie pour les entreprises, parce qu'on essaye de minimiser cette fuite en avant, justement, du réinvestissement dans plus de disques durs, dans plus d'espace de stockage, dans plus d'espace de sauvegarde, chose qui était assez facile d'accès jusqu'à présent, mais qui a à la fois un coût et qui a à la fois un impact environnemental. Les réseaux sociaux, bien sûr, on retrouve les mêmes sujets. Pollution par l'émission de photos, de vidéos, dans tous les sens. Les objets connectés se démultiplient. Le même générateur de données qui transite par les réseaux. Les jeux vidéo en ligne, aujourd'hui, ont remplacé les CD-ROM de jeux utilisés on-premise. Et puis, bien sûr, la visioconférence est également un outil qu'on utilise de plus en plus et qui a un impact environnemental et des bonnes pratiques. Et je souligne que tout le monde les a bien pratiquées ici. Veut qu'on évite tous d'allumer sa caméra lorsqu'il y en a qu'un ou deux qui présentent ou qui parlent. Tout ça n'a pas pour objet de faire du numérique bashing, qu'on soit bien d'accord. Le numérique a aussi beaucoup d'effets vertueux. Je reprends l'exemple du smartphone tout à l'heure. Avant le smartphone qui est arrivé sur le marché en 2007, nous avions déjà tous depuis une dizaine d'années dans notre poche un téléphone mobile auquel on associait, lorsqu'on partait en vacances, un GPS de type TomTom qu'on mettait sur le tableau de bord de notre voiture. On rajoutait un appareil photo numérique, on rajoutait une petite caméra numérique, on emmenait une petite console de jeu pour les enfants dans la voiture. Et puis comme on voulait aller courir sur la plage, on emmenait encore un baladeur pour avoir la musique et encore d'autres outils. Si on était resté sur la même tendance à avoir le même nombre de personnes utilisatrices de tous ces outils, on aurait beaucoup plus de déchets électroniques aujourd'hui et d'équipements électroniques que la seule possession de ces smartphones. Donc il ne faut pas dénaturer le smartphone comme étant un outil du mal. C'est un outil qui apporte beaucoup de fonctionnalités, qui a permis de minimiser le nombre d'équipements. S'il n'y avait pas de smartphone, on n'aurait pas d'application non plus comme Blablacar qui permet de minimiser le nombre de véhicules sur les routes. Donc soyons aussi objectifs, il ne faut pas simplement dénigrer les usages des outils numériques et les outils numériques. Idem pour la visio, s'il n'y avait pas la visio, il n'y aurait pas de réunion distancielle, il n'y aurait pas de télétravail. Et aujourd'hui, pour se rencontrer, on aurait tous parcouru de nombreux kilomètres avec différents modes de transport qui étaient beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre que notre conversation de ce matin. Si vous voulez vous mettre un petit peu à l'épreuve, je vous encourage à aller voir sur des différents sites, et je vous donnerai le lien un peu plus là, des sites notamment de l'ADEME qui vous permettent de mesurer l'impact environnemental de vos usages quotidiens du numérique, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel. Et vous aurez quelques éléments de comparaison avec d'autres indicateurs qui sont le kilométrage parcouru en voiture, la consommation de produits textiles ou le fait de manger beaucoup de viande ou pas. L'impact du numérique n'est pas simplement à prendre en considération sous les aspects négatifs. Le numérique fait aussi partie des solutions. On parle effectivement des enjeux du numérique responsable, on parle des enjeux en termes d'impact environnemental, d'impact social. N'oublions pas, et comme je disais tout à l'heure dans mes précédents exemples, que le numérique a aussi des effets bénéfiques parce qu'il nous permet de continuer à fonctionner lorsqu'on est en télétravail. Il nous permet également de minimiser un certain nombre d'autres matériels et d'équipements électroniques. Lorsqu'on va parler numérique responsable, l'impact numérique, il est sous deux volets à prendre en considération. L'un, ce qu'on appelle le Green for IT, c'est-à-dire comment prendre conscience de l'impact environnemental de nos usages numériques et les minimiser en mettant en place des bonnes politiques dans les entreprises, de rénovation, de choix d'investissement, d'infrastructures, de politiques de gestion de parcs et de flotte d'équipements, de responsabilisation et de formation de nos collaborateurs. On y viendra après. Mais également sur tous les enjeux liés à l'IT for Green, c'est comment, dans nos quotidiens, on peut au mieux utiliser des outils du numérique, justement, pour minimiser notre impact environnemental dans notre façon de fonctionner en interne pour une entreprise, de délivrer des services, de gérer nos ressources énergétiques, nos consommations énergétiques. Tous ces usages qui permettent aussi d'innover et de repenser aussi nos modèles de valeur et nos offres de valeur dans les entreprises.
Donc, s'inscrire dans une démarche numérique responsable, c'est aussi se mettre en capacité d'innover, de développer de nouveaux services, de repenser la façon dont on délivre nos prestations à nos clients, la façon dont l'expérience client est vécue aussi, avec pour bénéfice, d'une part, une amélioration du contexte d'inclusion et de confiance que j'ai évoqué tout à l'heure, mais également potentiellement une amélioration de l'impact environnemental du numérique. Le numérique, pourquoi s'engager dans une démarche numérique responsable? Eh bien, parce que ça va permettre justement d'interroger nos pratiques, nos usages et de repenser l'alignement stratégique de l'outil informatique avec la vocation et les objectifs de l'entreprise. Aujourd'hui, quels vont être les éléments qui vont nous inciter à aller vers plus de numérique responsable ou plus globalement dans une démarche RSE? Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est la pression réglementaire. C'est également la pression des investisseurs, parce que de plus en plus de banques aujourd'hui vont noter les entreprises dans lesquelles les investissements sont amenés à être faits par rapport à leur engagement RSE, numérique responsable, impact environnemental, impact sociétal. La pression du marché, on l'évoquait tout à l'heure, la pression de la société, la pression de l'environnement aussi, puisqu'on a tous subi des excès d'intempéries ces dernières années, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, mais au-delà de l'inconfort que ça génère, ça perturbe aussi de l'approvisionnement en énergie, ça perturbe de l'approvisionnement en matériaux par des problèmes de transport, notamment lorsqu'il y a des problèmes d'inondation ou au contraire de manque d'eau dans certains canaux. Et puis surtout, ça va être le poids de la conscience, le poids de la conscience qui existe déjà auprès de jeunes collaborateurs qui rejoignent des entreprises, qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui omniprésents dans les comités de direction. Et c'est là qu'il y a encore un travail de sensibilisation à apporter pour que cette démarche de numérique responsable commence à trouver une forme. Pourquoi? Parce qu'un projet numérique responsable, c'est un projet stratégique et que la gouvernance de l'entreprise a un gros rôle à jouer dans la mise en œuvre d'une démarche numérique responsable efficace. Cette démarche, elle va se reposer sur quoi? Sur 5 étapes. 1, comprendre, ce qu'on commence à faire aujourd'hui en partageant ces informations, se sensibiliser, prendre conscience, faire un état des lieux, en mesurant notre impact environnemental aujourd'hui d'entreprise, et puis ensuite mettre en place une politique autour de 3 grandes règles, qui est la première, éviter, la deuxième, réduire, et la troisième, compenser. Éviter, se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin de changer d'ordinateur? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un écran plus grand? Est-ce qu'on a besoin d'acquérir ou de développer un nouveau logiciel? Et là, il y a d'ailleurs, par rapport à cette démarche d'évitement, il y a un véritable impact positif pour l'entreprise. C'est que plus l'entreprise investira dans la compétence de ses collaborateurs quant à la maîtrise des outils dont elle dispose aujourd'hui et que l'entreprise lui met à disposition, plus on sera dans une stratégie d'évitement de surinvestissement dans de nouveaux outils qui ont à la fois un coût économique pour l'entreprise, qui ont un impact en termes d'organisation et qui potentiellement peuvent aussi avoir, avec le Shadow IT, qui amène certains collaborateurs à utiliser des outils non habilités par le responsable informatique, à avoir des facteurs de cybersécurité. La réduction, c'est la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 smartphones? J'ai l'impression qu'il y a une tendance qui revient un petit peu à avoir des gens qui ont 2 téléphones mobiles, un à titre professionnel, un à titre privé. On peut très bien comprendre qu'on souhaite dissocier le temps de travail et le temps de vie privée avec deux opérateurs et 2 numéros de téléphone possibles. Aujourd'hui, les équipements permettent de le faire avec des logiciels et des cartes virtuelles. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 équipements téléphoniques et donc se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toujours 2 téléphones ou est-ce que je peux réallouer mon 2e téléphone à un autre usage ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Et enfin, compenser effectivement, c'est comme dans toute démarche RSE visant à minimiser l'impact du carbone dans nos activités, c'est comment on trouve effectivement à compenser nos inévitables consommations. Et là, vous trouvez différentes initiatives. Nous avons notamment des moteurs de recherche comme Ecosia qui repose sur Google, qui vous propose de planter un arbre à chaque fois que vous faites une recherche sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des outils qui peuvent être déployés par défaut dans une entreprise aussi pour accompagner la sensibilisation des utilisateurs. En termes de bonnes pratiques, c'est quoi? C'est des usages, des bonnes pratiques à titre individuel, se poser les bonnes questions, refuser ou renoncer, réduire, réparer ou entretenir. Est-ce que j'ai besoin vraiment de jeter tous mes équipements systématiquement ou est-ce qu'il n'est pas plus simple de les réparer, voire de les réutiliser, de les réaffecter à de nouvelles missions
ou de le mettre, si effectivement il n'y a plus de choix, dans un processus de recyclage propre. Au titre du collectif, c'est des sujets organisationnels et ce sont des vrais sujets de gouvernance d'entreprise. On parlait de mesurer l'impact, faire un état des lieux, bien sûr, former d'abord aux enjeux du numérique responsable, former également à la maîtrise des outils numériques disponibles dans l'entreprise pour que une meilleure exploitation soit faite, ce qui est aussi un apport en termes de productivité et d'efficacité des collaborateurs. Des critères à prendre en compte aussi dans les projets numériques. Quels sont les critères qu'on va prendre en considération pour sélectionner une offre d'un prestataire ou d'un autre en fonction de la capacité de celui-ci à nous proposer des solutions plus ou moins vertueuses avec des taux de réparabilité. C'est ce qui se pratique déjà dans les marchés publics. Mettre en place une politique d'achat. Est-ce que j'ai obligatoirement nécessité d'acheter du neuf ou est-ce que je peux racheter du seconde main? Ce qui commence à se développer de plus en plus. Les usages, est-ce qu'on a besoin d'utiliser systématiquement la vidéo pour faire de la promotion de nos activités sur les réseaux sociaux, sur divers environnements, les politiques de gestion des infrastructures, et puis enfin, l'analyse et l'expression de besoins, l'éco-conception, qui sera aussi le sujet tout à l'heure, qui effectivement est un vrai sujet impactant pour le numérique responsable. Enfin, comment engager une démarche? Première chose, c'est de sensibiliser, de mobiliser, d'agir. Si vous souhaitez impacter vos collaborateurs et les impliquer dans cette démarche-là et de réflexion, vous avez différents outils qui vous sont proposés. Il y a une fresque pour le climat, il y a une fresque pour le numérique. Ce sont des ateliers d'intelligence collective qui sont très bien faits, qui permettent de prendre conscience de tous ces enjeux-là pour le plus grand nombre. C'est accessible à chacun. L'intérêt, c'est d'une part d'en faire effectivement un outil de sensibilisation, mais également c'est le bon moyen de fédérer vos équipes autour d'un enjeu important, d'une prise de conscience et d'un projet que vous allez pouvoir initier dans votre entreprise comme étant un projet stratégique et structurant pour votre entreprise. Certains OPCO, donc organismes de financement paritaire des fonds de formation, dont l'OPCO Atlas qui adresse un certain nombre d'activités, du conseil, du numérique, de la banque de la finance, etc., proposent des financements pour ce type de formation. Donc, profitez de ces dispositifs qui sont là pour les utiliser. Mesurez, partez d'un point d'impact, mesurez votre impact environnemental. Il y a des structures et des cabinets qui sont spécialisés sur ces accompagnements-là. Vous avez aussi des outils en ligne ici. Je vous propose celui d'Impact Co, qui est celui de l'ADEME, qui vous permettra de mesurer votre impact environnemental dans vos usages quotidiens et de vous faire une première idée de sensibilisation. Au-delà de ça, agissez. On évoquait cette semaine qui est en cours autour du Digital Cleanup Day. Ça revient tous les ans. C'est une bonne occasion d'une part, de mobiliser vos effectifs dans l'entreprise, de travailler sur la diminution du volume de données aujourd'hui dans votre entreprise, dans vos boîtes aux lettres de messagerie, sur vos disques durs serveurs, dans vos modes cloud, etc. Et donc de minimiser votre impact environnemental, de minimiser aussi vos budgets de stockage et de sauvegarde. Et puis, c'est ajouté depuis l'an dernier dans cette démarche Digital Cleanup Day une campagne de collecte des déchets électroniques. Alors, déchets ou des équipements non utilisés, ce n'est pas forcément des déchets définitifs. Et vous avez un certain nombre de points de collecte qui vous sont proposés sur le territoire qui s'inscrivent dans cette logique-là, et notamment Emmaüs Connect, dont on parlera en fin de matinée. Le troisième volet, c'est la formation. N'arrêtez jamais de former vos collaborateurs sur les enjeux et sur l'utilisation des outils. Il est surprenant à chaque fois que je vais en entreprise de constater ô combien les collaborateurs ne savent même pas quels sont les outils dont ils disposent dans la suite d'applications. On parle beaucoup d'Office 365, mais c'est vrai dans l'environnement Workspace de Google ou d'autres environnements, n'ont même pas connaissance des outils et des usages qui peuvent en être faits et sont souvent en train d'exprimer des besoins par rapport à un développement d'un logiciel spécifique ou d'un nouvel outil, alors qu'il y a des outils qui sont là, qui sont déjà payés par les entreprises et qui permettraient d'être beaucoup plus rationnels. Enfin, si vous faites le choix en tant qu'entreprise d'aller dans une démarche de numérique responsable, vous pouvez en faire aussi une action volontariste avec une pérennisation et un engagement fort. Un engagement qui peut commencer par un engagement moral en se rejoignant une initiative qui a été portée par Numéum, l'ADEME et différentes structures, notamment les CCI. Planète Tech Care, un site sur lequel je vous invite à vous connecter et à aller signer le manifeste du numérique responsable.
rejoindre un certain nombre d'entreprises de toute taille qui sont signataires de cette manifeste. L'intérêt pour vous, au-delà de l'engagement et de la communication, c'est de pouvoir, à partir du moment où vous êtes signataire, d'accéder à une multitude de ressources et d'événements qui vous permettront de vous maintenir à jour sur cet enjeu du numérique responsable, d'acquérir des connaissances et des compétences que vous pourrez partager avec vos collaborateurs et d'accéder à un certain nombre d'outils de mesure. Au-delà de ça, vous avez aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, aller faire des choses beaucoup plus structurantes et engageantes pour l'entreprise. On propose aujourd'hui sur le monde du numérique responsable des labellisations d'entreprise. Ce n'est pas des certifications encore ISO, bien que les systèmes ISO et la FNOR sont en train de travailler sur des certifications allant vers la prise en compte du numérique responsable. Mais vous pouvez d'ores et déjà entamer une démarche de labellisation d'entreprise vers les labellisations de type NR1 ou NR2. Ce qui distingue l'une de l'autre, c'est que le diagnostic ou la labellisation niveau 1 est sur un système déclaratif, là où le label niveau 2 est un système où il y a effectivement un audit et une évaluation de vos engagements sur le numérique responsable. Le numérique responsable, l'Institut numérique responsable se base sur un référentiel qui a été créé sur les bonnes pratiques autour du numérique responsable, d'une stratégie. Celle-ci recouvre plusieurs choses. La gouvernance, j'y reviens, c'est un vrai sujet stratégique d'entreprise que de mettre en place un système de numérique responsable. Il y a un sujet de formation des collaborateurs aux enjeux du numérique responsable, de formation à la maîtrise des outils existants. Il y a des enjeux autour de la politique d'achat, il y a des enjeux autour de la politique de gestion des équipements et des actifs de l'entreprise. Donc, c'est un référentiel qui est vraiment un outil de prise de conscience de tout ce qu'il y a à faire dans les usages et qui permet d'aller vers cette labellisation en inscrivant cette démarche d'amélioration continue que j'évoquais en introduction. Pour tout ça, nécessite effectivement, d'une part, de désigner ou de trouver des collaborateurs qui soient moteurs sur ces sujets-là, c'est le sujet de la gouvernance, de mobiliser un peu de temps, et donc forcément, on va se poser la question du coût, mais sachez que autant par la partie formation que j'évoquais tout à l'heure, il y a des prises en compte et en prise en charge d'un certain nombre de formations, notamment les fresques sur le digital, mais également il y a quelques incitations, dont une ici qui est le label, qui est une prise en charge d'une partie du coût du label numérique responsable au travers du dispositif qui s'appelle Tremplin pour la transition écologique des PME. Et je vous encourage à aller consulter ces dispositifs. Je vous encourage surtout à aller interroger vos interlocuteurs et vos conseillers CCI qui pourront vous orienter vers tous les dispositifs d'aide et de financement dont vous pouvez bénéficier pour entamer cette démarche-là. En conclusion, je vois le temps qui tourne et je vais vous laisser un petit peu de temps. Excusez-moi, je ne les ai pas laissé beaucoup d'interactions, mais n'hésitez pas à poser des questions juste après. En conclusion, une démarche numérique responsable, ça apporte quoi? Potentiellement, c'est déjà créer des économies en termes d'investissement. On prolonge la durée de vie des équipements, on minimise les achats inutiles d'équipements pour lesquels certains ont un taux d'utilisation très faible. On est plutôt dans une logique peut-être de mutualisation ou de location à l'usage. On développe des compétences des collaborateurs, c'est au profit de l'entreprise puisque ça permet d'améliorer l'efficacité et la productivité. On est dans une dynamique collective fédératrice autour d'un enjeu social et environnemental de l'entreprise, ce qui contribue à améliorer d'ailleurs l'attractivité de l'entreprise dans les phases de recrutement. On associe de plus en plus les enjeux RSE, numérique responsable, à cette notion de marque employeur sur lesquelles aujourd'hui c'est les candidats qui vont faire le choix des entreprises avec lesquelles ils vont vouloir travailler, accepter de travailler. Par conséquent, c'est effectivement aussi l'image renforcée de l'entreprise auprès de ses clients et ses prospects sur des enjeux d'engagement sociaux, de confiance sur la protection des données, sur les éthiques, l'éthique de l'usage des données. En conséquence, c'est le renforcement du capital immatériel de l'entreprise et lorsqu'on se projette pour pouvoir faire de la croissance d'entreprise ou de la cession d'entreprise parce qu'on voit quelques années de retraite approcher et qu'on souhaite vendre son entreprise en meilleures conditions, plus l'entreprise sera attractive pour des investisseurs, plus ceux-ci seront en capacité de s'engager aux côtés de l'entreprise. Et ça fait partie également des critères, on l'a évoqué tout à l'heure, que prennent en compte un certain nombre d'investisseurs, notamment les banques, pour pouvoir accompagner tout ça.
c'est la possibilité d'avoir des aides, des subventions. Et là, je vous renvoie à nouveau vers les conseillers CCI. Et surtout, c'est une réelle opportunité pour l'entreprise de repenser sa raison d'être, son mode de fonctionnement et d'innover. Et pour cela, en innovant, de pouvoir aussi générer de nouvelles opportunités de valeur ajoutée. Pour ça, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a un écosystème aujourd'hui d'acteurs sur le territoire, dont les adhérents de Numéum, dont Promoveo, qui peuvent vous accompagner sur tous les sujets, à la fois d'acculturation de vos comités de direction et de vos équipes, d'établissement de diagnostic et d'audit de conformité, et puis d'accompagnement dans l'élaboration de schémas directeurs sur le sujet du numérique responsable. Voilà, Michel, je crois que j'ai à peu près respecté le timing, puisqu'on voulait laisser un peu de temps de parole avant la transition. Super, oui, effectivement, Ouais. Camille, parfait. Merci Frédéric. Effectivement, on a quelques minutes pour aborder des questions-réponses. Alors, pendant ton propos, on a Stéphane qui a illustré, je pense, un peu tes propos par des petites remarques qui étaient assez intéressantes. Je ne sais pas si vous les avez vues dans les conversations. J'en prends. Je vous laisserai en prendre connaissance. Peut-être Stéphane, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à l'oral ou pas. Si oui, je peux vous activer le micro. Et en attendant, Luna aussi nous a posé quelques questions, mais je crois qu'on les a eu, on a eu les réponses au fil au fil des échanges. Donc la question c'était par exemple comment accompagner les collaborateurs dans la compréhension de ces enjeux, comment les rendre acteurs. Bon, je pense que c'était un peu dans la partie où tu as évoqué effectivement les différentes actions qu'on peut mener. Une autre question, c'était dans une dynamique plus vertueuse, est-ce que le tout numérique est encore pertinent? Voilà, c'est une vraie question et c'est peut-être ça rejoint aussi la question du Green for IT, IT for Green. Je ne sais pas si on a la réponse aujourd'hui. Non, le sujet du tout numérique, c'est une vraie question, hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grande tendance, il y a un grand mouvement d'encouragement à faire de l'usage numérique. Il y a des contraintes administratives aujourd'hui de dématérialisation du numérique. Pour autant, il faut prendre conscience de deux choses. Un, le tout numérique aujourd'hui nous rend vulnérables aussi. On voit aujourd'hui tous les sujets de cyberattaques qui ont lieu sur plein d'environnements professionnels, structurels, d'État ou d'entreprises qui peuvent immobiliser l'entreprise et l'économie. On voit aussi le sujet effectivement autour de la cybercriminalité. Nombre d'entreprises qui aujourd'hui, dans la facilité de l'usage de dématérialisation, sont victimes de ce qu'on appelle la fraude au président, qui fait qu'une entreprise ou une personne habilitée dans une entreprise habilitée à faire des versements ou des virements de fonds importants sous la direction sous commandement de son directeur, parfois se laisse se berner. De plus en plus, c'est au travers des outils numériques. Et pour autant, la parade à tout ça n'est pas une solution numérique. Elle est toute bête, c'est de mettre simplement en face des procédures internes d'entreprise de signature de documents pour habiliter les personnes à faire un virement plutôt que de se laisser piéger par demain une IA et un deepfake, comme ça a été le cas en Corée il y a quelques semaines où une entreprise s'est fait avoir parce que la personne qui a fait le virement de plusieurs millions de dollars a été persuadée de discuter avec son patron au travers d'une visio, alors qu'en face, son patron n'était pas du tout présent. C'était un deepfake généré par l'intelligence artificielle qui lui ordonnait de faire des virements. Donc, revenons effectivement sur des choses beaucoup plus basiques et terre à terre. On n'est pas obligé de tout systématiquement vouloir automatiser, informatiser, parce qu'on se rend vulnérable par ailleurs et surtout, on génère également un impact environnemental sur des enjeux environnementaux et de confiance, bien évidemment. Merci Frédéric. Stéphane, vous avez levé la main, le micro est actif, vous avez la parole. Ah, d'accord. Vous m'entendez là? Oui, 5 bien. D'accord. Moi, j'ai un peu, disons, exprimé certains points de par mon expérience de responsable informatique ou proche du responsable informatique. J'ai commencé cette mission-là en 96, donc j'ai vu l'explosion des données dans les systèmes d'information et que finalement, un ado à la maison peut produire plus de données qu'une entreprise de 100 personnes. Hein. Donc, Tout à fait. voilà, disons les remarques que j'avais fait, c'est oui, moi, un constat que je fais, c'est un système d'information d'entreprise est quand même très particulier, hein, l'environnement Microsoft. Et finalement, on ne connaît pas ça à la maison, ce qui fait que les digital natives ont peut-être des fois du mal
à s'adapter à un système d'information, à savoir partager des données en partageant un fichier, en mettant un fichier dans une arborescence de dossiers réseau et en utilisant les outils, je dirais, de bureautique classiques. Voilà. Ma deuxième réflexion concernant le matériel, c'est qu'il m'est arrivé qu'on me pousse à changer le matériel, tout simplement parce qu'il y avait un amortissement comptable. Donc, est-ce que finalement les règles comptables vont être changées? Bon, c'est au niveau mondial, donc c'est délicat, pour favoriser, je dirais, l'usage de matériel amorti. Voilà. Et une réflexion que je me suis fait, j'ai des appareils photo numériques depuis 20 ans. J'ai 20 ans de photos. Est-ce qu'il vaut mieux les stocker sur un disque dur mécanique qu'on laisse à la maison, qu'on utilise, qu'on ne met sous tension que quand on l'utilise, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser sur Google Drive qui fait tourner des ressources pour les rendre disponibles à tout moment, alors que c'est de l'archive? Sur le dernier point, je pense que vous aviez la réponse dans votre question. Si on considère là simplement l'impact environnemental et le coût énergétique, la première solution de stockage sur un disque dur est certainement la plus vertueuse. Après, avec le risque de perte de données sur des disques qui peuvent s'altérer dans le temps, donc voilà, il y a aussi des réflexions à avoir plus globalement. Mais c'est sûr que pour revenir sur votre premier point, hein, qui est un petit peu lié à ça, le vrai sujet entre le monde de l'informatique privée et professionnelle, et vous avez aussi sans doute connu ça à un moment aussi où des collaborateurs vous disaient qu'ils avaient des PC plus performants à la maison qu'au bureau parce qu'ils avaient des stations de jeu plutôt que des stations bureautiques et qu'il y avait des exigences nouvelles qui arrivaient. C'est la formation. Il faut déjà effectivement éduquer les utilisateurs aux bonnes pratiques, aux bons usages. Il y a un cadre à mettre en place dans les entreprises qui devrait exister partout, même s'il n'existe pas. C'est une charte informatique qui définit quels sont les outils auxquels on a le droit d'accéder, qu'on a le droit d'installer, qu'on a le droit d'utiliser, quelles sont les bonnes pratiques. Est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on interdit le streaming dans les entreprises pendant les heures de pause pour regarder entre midi et deux une série ou écouter de la musique pendant le temps de travail? Ça a un impact aussi sur la performance des réseaux dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a de plus en plus de bandes passantes, mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi être dans une logique de vigilance et de rationalisation. C'est un vrai sujet de formation, de sensibilisation, mais il faut prendre en considération aussi que ce qu'on va inculquer aux utilisateurs de l'informatique à titre professionnel, ça doit être aussi bénéfique pour eux à titre privé. Parce que ce stockage en ligne, il a un coût aussi, même lorsqu'on a automatiquement la synchronisation de son téléphone et de ses photos dans un iCloud ou autre cloud. Il faut quand même à un moment aussi avoir un coût de stockage. Donc, c'est aussi un des postes budgétaires dans le panier de la ménagère qui a considérablement augmenté hein, au détriment d'autres postes et l'usage à tous ces outils numérique. Et au même titre que la cybersécurité, former les personnes sur une bonne hygiène de santé, d'hygiène de cybersécurité, notamment autour des mots de passe, c'est pertinent dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, c'est aussi pertinent dans le cadre privé, hein, puisqu'on est tous susceptibles de faire l'objet d'un phishing ou d'une autre extorsion. Donc, je pense que le rôle, et ça, on s'inscrit toujours dans cette logique aussi d'impact social de l'entreprise, le rôle social de l'entreprise en formant ses collaborateurs, c'est aussi de les rendre plus, plus sensibles et plus forts par rapport aux risques qu'ils pourraient également encourir à titre privé, quoi. Donc ça fait partie aussi d'une démarche RSE que cet engagement social de l'entreprise. Et pour votre point concernant la partie comptable et amortissement, comptablement, ce n'est pas parce qu'un matériel est amorti qu'une entreprise a l'obligation de s'en défaire. C'est un choix de stratégie de financement, de stratégie financière de l'entreprise. Donc, c'est aussi par la sensibilisation, la formation des collaborateurs, enfin des directions financières des entreprises, qu'on peut arriver à ces démarches plus performantes. On voit dans le monde de la TPE, PME, par rapport aux structures plus conséquentes dans lesquelles il y a effectivement des directeurs financiers qui sont dans une logique d'optimisation comptable, fiscale, financière, etc.
que l'approche n'est pas la même. Là où dans des grosses structures, effectivement, il peut y avoir une logique de renouvellement de matériel parce qu'il est amorti. Dans une petite structure, on va dire, ben, le plus tard possible, je dois débourser de l'argent pour investir, le mieux je me porte parce que je vais pouvoir réallouer le montant à mettre dans l'informatique sur une nouvelle machine-outil, sur un nouveau véhicule, sur un nouveau collaborateur. Donc la philosophie n'est pas la même. La contrainte comptable, elle n'existe pas. C'est vraiment des choix de stratégie financière, quoi. Merci à tous les deux, Stéphane et Frédéric. Je vais essayer de pas trop empiéter parce qu'on va laisser la parole à Anne-Sophie dans quelques instants. J'avais une petite remarque complémentaire. Moi, c'est au-delà des aspects comptables, il y a aussi l'aspect obsolescence programmée, puisqu'en fait, on constate quand même assez souvent, récemment, l'arrivée du Windows 11, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'équipements s'avèrent être incompatibles avec Windows 11. Ça arrive aussi sur un certain nombre de smartphones. C'est limite agaçant quand on a un équipement qui finalement n'est pas si vieux que ça, fonctionne très bien, et que finalement on se rend compte que on n'a pas trop d'autre choix que d'en changer parce que si on veut continuer à utiliser les outils, on est un peu obligé d'en changer. Et peut-être que Il faut passer à Linux. Ok. Mais peut-être que Lounis nous en dira quelques mots en fin de matinée parce que justement c'est un sujet qui est assez important. Juste pour boucler, oui, sur ce sujet, Michel. Donc la loi Rennes visant à minimiser l'impact environnemental numérique est aussi une déclinaison d'une loi européenne qui incite notamment les opérateurs à minimiser l'impact de l'obsolescence logicielle pour notamment obliger les opérateurs à informer les utilisateurs que s'ils font une mise à jour, elle a un impact sécurité ou elle est facultative. On devrait être de plus en plus réceptif à ces sujets au moment où vous faites des téléchargements de mise à jour sur les téléphones. Donc c'est un vrai sujet, hein, effectivement. Après, c'est la réallocation des équipements à d'autres usages qui peuvent supporter du Linux et donner une deuxième vie aux équipements par ailleurs, quoi. Ok, je propose qu'on conclue. Merci beaucoup Frédéric pour cette intervention qui était assez éclairante. Moi j'ai appris encore plein de choses. Je pensais savoir déjà beaucoup, mais j'aperçois qu'il y a encore beaucoup de trucs à apprendre. Merci d'avoir accepté de contribuer à l'organisation de cette matinée. Tu l'as rappelé, c'est très bien, hein, effectivement, on a décidé de la planifier aujourd'hui, pas pour rien. C'est parce qu'on tombe dans la semaine du Digital Cleanup Day et c'était pour ça qu'on tenait à faire cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Donc celles et ceux qui souhaitent avoir les coordonnées de Frédéric, peut-être je pourrais les communiquer s'il y a besoin, si vous avez des échanges par la suite.